Sénateur Cardozo. Merci, Monsieur le Président, honorables collègues. Je n'avais pas l'intention de prendre la parole lors de la deuxième lecture du projet de loi C-18, mais j'ai pensé qu'il serait utile de vous donner un aperçu du fonctionnement du CRTC afin que vous puissiez évaluer ses capacités et ses lacunes. J'espère que je pourrai ainsi contribuer à la discussion. Et pour ceux qui connaissent déjà beaucoup ces informations, je m'excuse. J'ai donc intitulé mon discours « 12 choses que vous voulez savoir sur le CRTC lors de l'évaluation du projet de loi C-18 ». À la fin, je vous ferai part de mes réflexions sur les points du projet de loi sur lesquels j'aimerais me concentrer une fois que nous serons en comité. Comme je l'ai mentionné, j'ai passé 6 ans comme conseiller national au CRTC et c'est l'une de ces agences où l'on peut retirer la personne du CRTC, mais jamais le CRTC de la personne. C'est une agence fascinante qui a un impact direct sur la vie quotidienne des Canadiens, ce qui explique la longue liste d'anciens qui gardent un œil sur l'agence ou trouvent le moyen de rester en contact. Mes moyens de garder le contact ont été d'enseigner la réglementation des médias à l'Université Carleton, d'être membre du Conseil canadien des normes de radio-télévision, l'organisme sans but lucratif qui traite les plaintes relatives au contenu offensant à la radio et à la télévision et de guider de temps à autre les personnes intéressées à participer au processus. Voici donc les taux points dont je vais vous parler. Numéro 1, le CRTC est établi par la loi sur le CRTC qui décrit brièvement les objectifs et la structure de cet organisme quasi-judiciaire. Mais les deux principales lois que l'organisme met en œuvre sont la loi sur les télécommunications et la loi sur la radiodiffusion, cette dernière étant recouverte par la loi sur la diffusion en ligne, le projet de loi C-11, si elle devient loi. D'autres lois sont également pertinentes, comme la Charte canadienne des droits et libertés et la loi sur les langues officielles. Numéro 2. Bien que la loi sur le CRTC prévoit 13 commissaires, les gouvernements Harper-Trudeau ont maintenu le nombre de conseillers à 9, soit un président, 2 vice-présidents et 6 conseillers régionaux. Tous les membres sont nommés par le gouverneur en conseil, c'est-à-dire le cabinet fédéral, à la suite d'un processus de candidature ouvert. Les nominations sont faites pour un maximum de 5 ans et les dates de nomination ont tendance à être échelonnées de sorte qu'il y a toujours une combinaison de conseillers expérimentés et de nouveaux conseillers à un moment donné. Ils viennent d'horizons divers et ont souvent de l'expérience dans certains aspects de la radiodiffusion ou des télécommunications. Une fois ces nominations effectuées, les conseillers et le conseil fonctionnent de manière indépendante du gouvernement en suivant les directives de la législation pertinente qu'ils doivent mettre en œuvre. La biographie et la durée du mandat de chaque conseiller sont indiquées sur le site web du CRTC. Ayant mentionné l'indépendance, je dois mentionner que le cabinet a la capacité d'émettre des directives générales au conseil de temps à autre, comme il l'a fait plus tôt cette semaine en demandant au CRTC de prendre une série de mesures pour promouvoir la concurrence dans l'industrie des télécommunications. Cependant, le cabinet n'a pas la capacité, par exemple, d'accorder une licence à une entité particulière, ce qui nous ramène aux raisons pour lesquelles nous avons créé une agence indépendante en premier lieu. On ne veut pas que les ministres du cabinet décident qui obtient une licence ou non. Numéro 4. 650 fonctionnaires travaillent pour le Conseil et la plupart possèdent une expertise considérable dans les domaines de la politique dont l'agence est responsable. Certains sont des employés de longue date, possédant une grande expérience, tandis que d'autres sont recrutés dans l'industrie ou dans des groupes de consommateurs afin d'apporter des perspectives actuelles du monde extérieur. Numéro 5. Le Conseil prend habituellement plus de 400 décisions par an, contre plus de 1000 par an lorsque je siégeais au Conseil il y a une vingtaine d'années. Cela suggère qu'elle a réussi à réduire le niveau de réglementation, ce qui permet une plus grande flexibilité et à reléguer le personnel du Conseil à la prise de décisions plus administratives. J'ai l'impression que si le Conseil a renoncé à un grand nombre de problèmes mineurs, les problèmes plus importants deviennent plus importants et complexes. Numéro 6. Les 9 conseillers prennent toutes les décisions ensemble en se basant sur des procédures en ligne ou par écrit avec le public
à moins qu'un panel d'un plus petit nombre de conseillers soit assigné pour des audiences en personne. Ces audiences ne sont tenues que pour les audiences sur les politiques, certains des processus majeurs aux plus concurrentiels, et elles représentent peut-être 1 % des décisions prises par le CRTC. Dans l'ensemble, ce sont des procédures par écrit qui sont où des décisions sont prises par tous les conseillers. Numéro 7, presque chaque jour de la semaine, le Conseil publie 2 types d'annonces sous sa page Nouvelles du jour ou Today's Release. Premièrement, les invitations publiques à commenter les demandes qui leur sont présentées et deuxièmement, les décisions qui ont été prises. Je pense que c'est l'un des sites Web les plus actifs du gouvernement du Canada. 8. Chaque décision est prise sur la base d'un processus public. Cela signifie que les demandeurs doivent tout exposer au public, que tous les commentaires, qu'ils soient favorables ou défavorables aux demandeurs, sont publics et le Conseil ne peut utiliser que les informations figurant dans ce dossier public pour prendre sa décision. Je dois vous dire, lorsque j'ai commencé, j'ai eu du mal à m'adapter au processus parce que ma pratique habituelle, c'est d'utiliser toutes les informations que je peux trouver, mais si je voulais insérer des choses, je devais l'ajouter dans les documents publics. Parfois, le Conseil inclura des recherches internes ou externes qui ont été préparées pour la procédure particulière ou indiquera d'autres informations existantes qui sont disponibles ailleurs. Cette démarche a pour but d'éviter les discussions privées et les transactions secrètes avec les demandeurs. En de rares occasions, certaines informations commerciales concurrentielles peuvent rester confidentielles. Cela dit, les discussions entre les conseillers et le personnel pour déterminer un résultat, une fois l'audience terminée, sont toutes confidentielles ou à huis clos. Je suppose que c'est pour s'assurer que chacun puisse être ouvert et franc, un peu comme les documents et les discussions d'un cabinet ou d'un tribunal. Le processus fonctionne de manière suivante. Le personnel prépare une analyse des questions et recommande une ou plusieurs décisions aux membres du Conseil. Parfois, le Conseil accepte l'avis et parfois, le Conseil en accepte seulement une partie ou le rejette complètement. Mais le personnel fournit des analyses très professionnelles aux conseillers et les conseillers ont la responsabilité de prendre la décision finale. Je dois vous dire que ces documents internes étaient parmi les documents les plus analytiques, les plus professionnels et les plus intéressants que j'ai lus pendant que j'y travaillais. Et je regrette qu'ils ne voient pas la lumière du jour au-delà de l'édifice du Conseil. Je suggère donc que ces documents soient rendus publics après qu'une décision a été prise, en tout en partie afin que le public puisse lire ces analyses vraiment complètes et, ce faisant, améliorer la transparence de la prise de décision. Numéro 10, une aide financière est disponible pour les intervenants, qu'il s'agisse de particuliers ou d'organisations à but non lucratif, ce qui permet au CRTC d'équilibrer les interventions bien financées par les grandes entreprises avec les voix des Canadiens ordinaires. Numéro 11, et on est presque rendu à 12. Donc, numéro 11, le CRTC a un inventaire de politiques et de types de décisions. C'est ce que fait le CRTC. Du côté de la radiodiffusion, il a pris des décisions pour créer une série de politiques qui traitent, par exemple, de la télédiffusion au Canada, de la radio de campus, de la concurrence à travers le pays et dans les petits marchés, de la radiodiffusion en langue française, de la représentation des sexes et de la diversité et de la radiodiffusion autochtone et de la radiodiffusion en ligne. Et des décisions peuvent aussi porter sur l'octroi des licences après un processus concurrentiel. Du côté des télécommunications, les décisions portent sur l'efficacité de la téléphonie et de l'Internet, la concurrence, l'abordabilité et les droits des consommateurs. De plus, le CRTC établit ses propres règlements sur plusieurs enjeux. Numéro 12, le Conseil a également externalisé certaines de ses responsabilités tout en maintenant la surveillance afin que l'industrie ou les communautés aient plus directement leur mot à dire. Cela comprend la gestion des fonds pour
le développement de programmes qui sont financés par les entreprises de câble haute distribution et de satellites, puis gérés par un organisme sans but lucratif comme le Fonds des médias du Canada. Ces organismes fonctionnent sans lien de dépendance avec le Conseil, mais mettent en œuvre les grandes orientations visant à promouvoir le contenu canadien. Je parle de contenu fait au Canada parce qu'il s'agit d'une politique culturelle, industrielle et d'emploi. Pour ce qui est des plaintes, le CRTC a autorisé des processus autoréglementés pour ces dernières, du côté de la radiodiffusion pour gérer les plaintes du public concernant le contenu offensant et du côté des télécommunications, un procès pour traiter des questions liées au coût. Pour tout vous dire, j'ai été bénévole au Conseil canadien des normes de la radio-télévision pendant plusieurs années. Je suis actuellement inscrit comme arbitre et président du comité des nominations. Je tiens à préciser que j'ai demandé au conseiller en matière d'éthique du Sénat de me dire si oui ou non je pouvais continuer à jouer ce rôle. Je tiens à souligner qu'il s'agit d'un rôle bénévole et que je n'ai aucune propriété ni aucun lien avec une entreprise de radiodiffusion quelle qu'elle soit. Il y a évidemment beaucoup d'autres informations que je pourrais ajouter pour expliquer comment fonctionne le CRTC. Permettez-moi de faire quelques observations sur le projet de loi à proprement parler. Le texte de loi est une énigme, ce qui n'est peut-être pas habituel quand on élabore des lois. J'étais régulateur et je crois fermement aux avantages que la réglementation peut apporter, mais je suis aussi toujours préoccupée par une réglementation qui serait inutile ou excessive. Cela dit, je pense que le risque de ne rien faire pour aider les journaux et les médias en ligne est très préoccupant. Déjà beaucoup trop de journaux ont mis la clé sous la porte et l'avenir des médias est incertain. Il s'agit du droit de la population à être informée et divertie. Il en va de notre démocratie. Nous avons marqué le jour du drapeau hier et je dois dire que je suis fière de notre radiodiffusion canadienne, des services canadiens et des sociétés canadiennes qui vivent toujours le risque d'être engloutis par les sociétés américaines ou d'autres sociétés internationales. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le projet de loi doivent expliquer ce qui se passera sans le texte. Et à ce jour, je n'ai pas encore entendu d'explications réalistes. J'aimerais également que le CRTC nous en dise davantage sur la mise en œuvre de la loi qui constituera en fait un nouveau secteur d'activité. Je dirais que je suis favorable au projet de loi et que je garde l'esprit ouvert à ce stade.